Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette édition de la Rétro sur Canal 2 International. Et bien, la célébration de la journée des droits de la femme, c'était la journée internationale justement, il y a 2 jours seulement, le 8 mars, joue les prolongations à travers cette rétro spéciale. Et pendant toute une semaine, les femmes autour des conférences, au débat, ont mené des réflexions sur les acquis en matière de droit, ont essayé d'élaborer des perspectives pour plus d'équité, de justice. Et pour cette édition de la Rétro, nous aurons le bonheur de recevoir sur ce plateau une experte en ressources humaines, Marlise Dolabel. Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Rétro. Bonjour Monique, et je suis très contente de participer à cette émission. Pourquoi? Parce que elle me sort un peu des canaux habituels, des plateaux qui font qui font notre quotidien en tant que communicant de Lyon. Là maintenant, nous allons parler d'autre chose, mais un sujet quand même très important. Bien entendu. Et bien que vous soyez experte en RH, votre casquette de communicante de Lyon va certainement être convoquée au cours de cette émission pour analyser des pans de l'actualité. Je disais tantôt que le 8 mars est derrière nous. Le 8 mars s'est achevé un peu dans la douleur au soir avec la défaite de Francis Ngannou, tombé KO face au Nigérian Joshua. On reste fair play, c'est une valeur de l'olympisme, non? Oui, bien sûr. Il faut, quand on compétit, il y a 2 issues possibles. On gagne ou on perd. Et quand on perd, c'est pas grave, parce que Francis est jeune. Il a une carrière qui, au fond, à l'international, commence seulement à se mettre en place. Il ne faut pas qu'il se décourage. J'espère notamment dans son domaine. Notamment dans son domaine. Parce que ce qui me ferait mal, c'est que cela cache un souci de santé. Bon, mais si c'est juste un KO, on en a vu d'autres et je pense qu'il va se relever de cela et je lui souhaite bon courage. Et il sait que nous comptons sur lui, il fait partie de nos perles. C'est un lion et le lion tombe, il se relève toujours. Oui. Eh bien, nous parlons de cette édition spéciale. On a vu des femmes battre le macadam vendredi dernier à l'occasion de cette journée à elle consacrée. Mais nous allons nous souvenir de cette jeune fille, Inès, 6 ans, à Baganté, qui a été assassinée à la suite d'un viol. Nous y allons avec le concours d'Aimé Catherine Moukouri et de notre correspondant Abraham Sarr. Le calme d'une matinée déchirée par les cris de détresse. La quiétude de la ville de Baganté a laissé place à la tristesse, celle de la mort atroce de la petite Leslie Grace, 6 ans. Alors que sont attendus les résultats de l'enquête, ce lundi matin, sa place est restée vide dans l'établissement scolaire où elle était inscrite en classe 1. Yes, I got the death, the message that my child is no longer there. From that time up to now, I am not myself. Les faits remontent au jeudi 29 février. Leslie Grace n'est pas rentrée de l'école. Il est à peu près 16 heures quand sa mère alerte la famille et le quartier qui se lancent avec elle à sa recherche. Ça a cherché là en bas hier, monté vers le coup 4 jusqu'à ici là. Après, nos idées se sont étendues, on a toqué les maisons et même au lieu du dé là en bas, on n'a pas vu. On n'a pas vu l'enfant. On est d'abord arrivé à la radio, comme il y avait coupure, on a toqué, ils n'ont pas ouvert. C'est où je lui ai dit donc il faut qu'on parte au commissariat. Ils nous ont aussi demandé de continuer à la gendarmerie. D'après les forces de l'ordre, la famille aurait omis de laisser une image de la disparue lors du signalement. Toutefois, dans la nuit de jeudi, la police recevra un appel anonyme annonçant une découverte macabre. Une patrouille est lancée
et le corps inanimé d'une fillette est découvert. Le corps est réquisitionné par le procureur de la République qui est conduit à la morgue. La famille de Grâce ne sera contactée que le lendemain, soit vendredi, pour identifier la victime. Ce qui suscitera des remous chez la famille et surtout une réunion de crise au niveau de l'administration. J'étais en route pour la mission à Fumban, où je devais faire 4 jours. Au niveau de Brégom, mon épouse m'a saisi pour dire l'enfant n'est pas encore rentré, il était 17h. Bon, j'étais pas trop inquiet parce qu'il fallait engager les recherches. Nous avons signalé au commissariat et puis le lendemain, j'ai été saisi vers 13h pour qu'on me dise que l'enfant a été trouvé aux environs de 23h. Et ça c'est ce qu'on m'a dit. Au niveau des narines, j'ai vu les trucs comme les dents, comme si quelqu'un a mis sa dent là un peu mordue. Moi, je constate en tant qu'infirmière également qu'on a dû violer l'enfant. Si un suspect est pour l'instant aux arrêts, toute la ville de Baganté réclame la justice, elle qui porte à bout de bras le corps d'une enfant innocente violemment souillée et arrachée à la vie. Ça fait un peu plus d'1 an que les féminicides gagnent en intensité au Cameroun. On se rend compte qu'aucun âge, aucune tranche d'âge n'en est épargnée. Vous y comprenez une logique, une enfant de 6 ans violée et assassinée par la suite? Ben oui, parce que dans nos communautés, dans nos quartiers, nous vivons avec des psychopathes, nous vivons avec des pédophiles psychopathes qui, au détour d'un chemin, traquent un enfant et en font ce qu'ils veulent. Ces malades sont dangereux parce que, de prime abord, on ne peut pas les identifier comme psychopathes. Et quand ça se passe comme ça, c'est certain que ce n'est pas la première victime. Ça m'étonnerait que ce soit la première victime. Et malheureusement, pour la petite, on peut imaginer sa détresse, la peur dans ses yeux, ses cris qui nous perdent parce que ces cris-là n'influencent pas ce malade. Au contraire, ces cris peuvent même exciter davantage ce qu'il y a de criminel en lui. C'est la raison pour laquelle, moi, mon conseil, c'est que les parents deviennent de plus en plus regardants et encadrent de mieux en mieux leurs enfants. Parce qu'aucun enfant n'est épargné. Ce n'est pas une question de classe sociale, ce n'est pas une question d'ethnie, ce n'est pas une question de tranche d'âge. Ces malades, ils sont prêts à n'importe quoi pour obtenir une jouissance de quelques minutes. Donc vous comprenez que ça ne peut être perpétré que par des personnes qui ne sont pas équilibrées. Parfois, on pointe du doigt des crimes rituels. On en a vu dans certains villages, des hommes s'adonner à des actes sexuels avec des animaux, des porcs, des chèvres. On en a vu. On souhaite repos éternel à cette famille, à cet enfant et surtout beaucoup de courage aux familles éprouvées. Nous allons sortir de ces faits de société avec l'affaire Lydienne Tabac, vous vous en souvenez, la compagne du sous-préfet Franck Darlin Eyono. Ça s'est produit dans le département de l'Océan il y a 4 ans. Avec son arme à feu, il avait ôté la vie à sa compagne, cette jeune femme-là. Et 4 ans plus tard, justement, la famille, au bout de plusieurs batailles judiciaires, a obtenu justice. Il écope de 10 ans d'emprisonnement ferme. Ambroise Foguet. C'est en effet l'essentiel, comme on peut le lire dans ce communiqué de Universal Lawyers and Human Rights Defense à l'issue de l'audience de ce 6 mars 2024 à Bolova. Dans un procès pour meurtre qui oppose sa famille depuis sa disparition le 25 juillet 2020 à la suite des coups de feu tirés par son compagnon à l'époque sous-préfet de la Lekoundje, un arrondissement du département de l'Océan dans le sud du Cameroun. 10 ans de prison ferme, 45 millions pour la famille et incarcération à l'audience est la peine prononcée à l'encontre de Franck Darlin Eyono Ebanga qui immédiatement a été mis aux arrêts.
Pourquoi le procès a-t-il mis assez de temps de temps? Nous sommes parvenus au bout de 4 ans à une décision. Il y a des cas, malheureusement, où au bout de 10 ans même, nous n'avons pas encore de décision. Pour le collectif des avocats, la noblesse de la justice et de leur dévouement se trouve dans la possibilité qu'ils donnent pour leur abnégation à la famille de la jeune Lydienne Taba d'enfin faire le deuil avec ce verdict. Le MINAT a été reconnu solidairement responsable pour la réparation du préjudice ainsi causé à la famille. Ce verdict nous satisfait entièrement compte tenu de la complexité de cette affaire. Avec justement ce verdict en pleine semaine des droits de la femme, ça va faire environ 400 dossiers enrôlés et défendus par Universal Lawyers and Human Rights Defense. Eh bien, on se serait attendu qu'un tel acte se produise par un délinquant ou un délinquant primaire, mais que ça se produise à travers un sous-préfet, un administrateur civil. On a envie de se dire, à qui doit-on remettre finalement l'autorisation de port d'armes? Je pense que ça dépend de... Il y a une législation qui statue sur les personnalités autorisées à détenir une arme. Et les sous-préfets peuvent difficilement être responsables de la sécurité de leur territoire sans être protégés d'une façon ou d'une autre. Mais ça me ramène à notre propos, à notre... comment dirais-je, à notre discussion de tout à l'heure concernant ces pathologies qu'on ne maîtrise pas beaucoup. Ce n'est pas parce qu'on est sous-préfet qu'on peut ne pas être malade. D'accord? Donc, je crois que ce jeune monsieur qui a froidement abattu sa compagne ne devait pas être aussi sain qu'on le croit, parce qu'il est sous-préfet. Et il y a des personnes plus fragiles que d'autres. Et les hommes sont plus fragiles que les femmes. Généralement, quand il y a 100 crimes passionnels, 80 sont perpétrés par les hommes. Et pourtant, Dieu seul sait le nombre de fois où les femmes sont trompées. Mais... Vous nous donnez justement, vous donnez l'occasion à ces experts que nous avons rencontrés cette semaine, des psychiatres, qui faisaient remarquer qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale, mais très peu d'hommes consultent. À plus de 80%, ce sont les femmes qui recourent aux psychiatres lorsqu'elles ont des petits doutes. Mais les hommes, comme ils sont forts, très souvent, ils n'ont pas recours aux psychiatres et on arrive à ce type de dérive. C'est ça. Le recrutement des sous-préfets, je pense que la base qui est requise, c'est un diplôme de l'ENAM, en général, un diplôme de l'ENAM, qui vous met donc dans un vivier d'administrateurs, vivier duquel vous pouvez donc évoluer dans votre carrière et arriver par exemple à ce poste de sous-préfet. Maintenant, est-ce qu'il y a des examens psychologiques, techniques, médicaux. Psychologiques pour le choix de ces responsables? Bon, je ne veux pas m'avancer plus que ça parce que j'en sais rien. Mais je crois que si ce n'est pas le cas, il faudrait avoir des examens de recrutement de ce personnel-là avec des tests de personnalité très spécialisés. Parce qu'un diplôme de l'ENAM dit juste que vous avez des prérequis dans le domaine de l'administration. Vous avez même des acquis, parce que c'est une formation solide à laquelle accèdent des personnes qui ont déjà un bac plus 3, un master 1, un master 2. Donc c'est des personnes qualifiées pour faire du travail administratif. Sauf que dans leur profil de poste, il y a toute une partie qui concerne la sécurité et qui exige un mental fort, équilibré. Donc, je ne sais pas, je vais aussi, peut-être c'est l'occasion pour moi de me renseigner, comment procède-t-on dans l'évolution de carrière de ces administratifs
pour leur donner la responsabilité, parce qu'ils ont la responsabilité des populations. C'est très très lourd. Hein? Sauf que dans le cas d'espèce, il y a eu confusion d'ennemis qui nécessite l'usage d'une arme. Oui, mais s'il est fragilisé, il est fragilisé. Hein, et il suffit d'une dispute ou d'un malentendu. Si c'est quelqu'un qui est déjà malade, déséquilibré, sortir son arme, c'est rien du tout. Et je suis sûr qu'une fois qu'il a sorti son arme, 2 minutes après, il peut regretter. Mais n'empêche que l'autre, la dame, est décédée. Et ça ne se répare pas. Voilà, on dit justement des personnes qui ont des nerfs fleurs de peau. L'année dernière, on comptabilise depuis janvier 2021, non, janvier 2023, on comptabilise près d'une centaine de personnes comme Lydiane Taba qui sont victimes de féminicide au Cameroun. Dans les prochains reportages, on va justement refaire le bilan et s'interroger sur la procédure. Comment s'y prendre lorsque on est par exemple victime de violences conjugales. Reportage Aimé Catherine Moukouri une fois de plus et Aline Fomété. Cécile, Hulda, Suzanne, Absatou, Vera, 5 prénoms de victimes de féminicide parmi d'autres au Cameroun en 2024. Depuis le début de l'année, le média Griot, spécialiste des questions féminines, recense 11 cas de féminicide en 49 jours, dont 6 conjugaux. L'année dernière, des organisations non gouvernementales, des associations, des médias, l'administration camerounaise recensaient 69 cas de féminicide déclarés. Des chiffres qui interpellent. Sur le genre, face à cette multitude d'assassinats des jeunes filles, à cette multitude d'assassinats des femmes même, parce que les maris même parfois deviennent des bourreaux et assassinent leurs femmes. Nous disons non, non, non à cette tuerie, à cet assassinat de la femme. Plusieurs dénonciations à travers le pays, malgré tout, les lignes ne bougent pas assez. Nous avons heureusement des jeunes femmes féministes au Cameroun qui ont commencé à traquer le nombre de féminicides avec le hashtag Stop Féminicide 237. Et grâce à elles, nous savons que ces féminicides n'ont pas une réponse adéquate de la part de notre gouvernement. Au moins, les langues se délient. Grâce à ces dénonciations, on a la langue des femmes qui se libère. La parole des femmes se libère de plus en plus et c'est ça le plus important. Donc avec les dénonciations, on va permettre justement de porter le plaidoyer et de faire en sorte qu'il y ait inversion de la tendance. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de demander aux victimes de violences de libérer leur parole, de dénoncer, d'en parler, de déposer des plaintes. Dans le nord-ouest, sud-ouest du pays, les violences à l'égard des femmes sont perpétrées tous les jours. 53% des femmes ont subi des violences physiques au moins une fois depuis l'âge de 15 ans. Une donnée révélée en 2023 par The Democratic Health Service Programme, des violences dont les auteurs ne sont pas dénoncés. Alors comment obtenir justice quand on est victime? Nous avons posé la question au commandant de groupement de gendarmerie territoriale de Douala, une unité qui reçoit souvent des cas de violence sur les femmes. Premièrement, de porter l'affaire aux autorités compétentes. Ces autorités compétentes, c'est les unités de police judiciaire, que ce soit la police ou la gendarmerie, ou alors saisir directement les autorités judiciaires, que sont le procureur de la République ou un juge d'instruction à travers une plainte avec constitution de partie civile. C'est l'attitude qu'il faut adopter. Dans l'incapacité de se rendre directement à la police, autre élément important, un constat médical. La première chose à faire, c'est de se rendre à l'hôpital, se faire consulter pour faire ce qu'on appelle un inventaire des lésions constatées. Au-delà, n'est-ce pas, au décours de cette consultation, un document devra être signé. Ce document, c'est le certificat médico-légal sur lequel seront mentionnées toutes les lésions que l'on aura constatées et on précisera ce qu'on appelle l'incapacité temporaire totale. Cette incapacité temporaire totale qui se donne en jour va déterminer le type d'infraction qui a été commise à partir du moment où on est dans un cadre de violence, n'est-ce pas, physique ou de violence à caractère sexuel. Il
Il faut ensuite être sûr de respecter un certain délai après les faits pour déposer sa plainte. Agressions physiques ou sexuelles qui sur mineurs cependant sont automatiquement dénoncées à la police. Le corps médical ne peut pas se porter dénonciateur d'une agression sexuelle sur majeur. Le corps médical peut le faire lorsqu'il s'agit d'un mineur, par exemple, en cas de sévices à enfants, où il a plus ou moins l'obligation de dénoncer ce genre d'acte. De nombreux aspects freinent la dénonciation des victimes sur le terrain. La peur des représailles, également le fait de ne pas connaître l'ignorance, le fait de ne pas connaître exactement l'ordre dans lequel les actes doivent être posés, notamment en ce qui concerne la saisine des autorités judiciaires ou alors le fait d'aller à l'hôpital. Il peut arriver également que la victime estime que les violences ne sont pas susceptibles pour elle d'aller devant un tribunal. Off the record, on apprendra des forces de l'ordre que 7 victimes sur 10 se rétractent dans leur dénonciation, avec le risque de se retrouver à la merci de leur bourreau. Avec vous, Marlise Doualabel, vous avez suivi la chute de ce reportage que nous propose Catherine Moukouri. 7 victimes sur 10 préfèrent se taire et rester. On va parler du tam-tam de leur bourreau, ce qui justifie la montée en puissance des féminicides au Cameroun. Comment peut-on analyser le profil psychologique de ces victimes-là, notamment, c'est très souvent des femmes mariées. On en compte très peu qui soient célibataires, mais ce sont des personnes vivant en couple qui subissent le plus ces féminicides jusqu'à ce que mort s'en suive. Je crois qu'il y a... Les raisons peuvent être différentes et elles sont différentes. Il y en a qui ont peur de voir leur conjoint se retrouver en prison. Il y en a qui ont peur de déstabiliser leur famille, les enfants. Il y en a qui sont aussi un peu maso, enfin qui éprouvent une forme de plaisir à subir des sévices. Ça doit être quand même très marginal, mais ça existe. Il y a une culture justement au Cameroun où on estime que lorsqu'un homme ne bat pas sur son épouse, ça suppose qu'il ne l'aime pas. C'est ça. Et les Arabes font plus fort, ils disent qu'il faut battre sa femme. Si toi-même qui la bats, tu ne sais pas pourquoi, elle sait pourquoi. Donc il faut la battre. Il faut la battre. Donc non, c'est très dangereux ces sévices corporels parce que les accidents sont très courants. Les accidents corporels et même mentaux. Il y a des femmes qui perdent leur équilibre à cause de la maltraitance. Mais c'est comme une chaîne. Tout le monde se tient dans cette histoire. Les familles, quand une femme maltraitée qui est victime de sévices se tourne vers sa famille, en général, on la ramène à la maison en lui disant... Chez son bourreau, en lui disant il faut supporter, c'est le mariage n'est pas facile. La maman même dit, toi tu crois que moi je suis restée là, c'était facile, mais je suis restée pour que vous grandissiez, etc. etc. Donc la famille joue un rôle qui n'est pas le bon rôle. Parce que le bon rôle, c'est la dénonciation. Même si ce n'est pas au niveau des juridictions, mais tout au moins au niveau des conseils de famille. Ramener l'époux à prendre conscience qu'il expose son ménage et il met sa femme dans une situation qui la rend tellement vulnérable qu'elle ne peut même plus décemment s'occuper de sa famille. Donc, les hommes ont intérêt à cultiver ce qu'on appelle la masculinité positive, c'est-à-dire comprendre que ton épouse est ton partenaire et que l'abîmer, c'est abîmer votre business. Voilà. Est-ce qu'on ne devrait pas revenir au mariage sur le plan anthropologique qui voudrait que le choix du conjoint pour la vie
ne soit pas une affaire de deux personnes simplement. On le sait dans nos cultures, le choix du conjoint incombait la participation des membres de la famille qui menaient des renseignements sur l'autre, allaient même jusque dans les villages, remonter votre lignée, la notoriété que vous aviez, la renommée que vous avez dans le village. Aujourd'hui, on se rencontre au carrefour, on dit je t'aime, tu m'aimes, on se marie sans recourir forcément, ou alors sans prendre les avis des membres des familles. Est-ce qu'on ne devrait pas remettre le nouveau système en question et retourner peut-être dans les méthodes Ça fait partie des préoccupations très importantes dans la déconstruction qui est nécessaire pour que nous retrouvions les principes, les règles qui créaient la cohésion sociale. Avant, je me rappelle quand j'étais jeune, quand une fille était maltraitée, quelquefois les frères venaient menacer le mari. Aujourd'hui, déjà à la mairie, on vous dit personne n'a le droit d'entrer dans votre couple. Le couple, c'est 2 personnes, c'est pas 3 personnes. La belle-mère ne te mêle pas. Les belles-sœurs ne vous mêlez pas, etc. Ça, c'est juste une parole qui doit être prise comme un souhait, un avertissement pour la dignité du couple. Il y a ce qui se passe dans les couples n'est pas susceptible d'être mis sur la place du marché. Mais ce n'est pas pour que les uns ne veillent pas sur les autres. Moi, je suis sur cette veille pour être sûr que ma fille ne sera pas maltraitée. À la première gifle, je vais vouloir m'interposer pour faire asseoir mon gendre et lui dire que je l'aime beaucoup et je veux qu'il soit l'époux de ma fille pour la vie, mais qu'il ne recommence plus jamais. J'ai une cousine qui a été bastonnée pendant 19 ans. Et chaque fois qu'on voulait s'en mêler, elle disait non, 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 les gens racontent des bêtises, c'est pas vrai, il n'a pas fait ça, etc. pendant 19 ans. Mais on se ment à soi-même, pourtant on est en train de subir. À la 19e année, c'est là qu'elle a pris le courage de me dire que, écoute, ce qu'on disait est vrai, je suis très maltraitée, je suis très malheureuse, mais je crois que j'ai trouvé la solution. Je lui ai demandé, mais quelle est la solution que tu as trouvée? Elle me dit, j'ai fait asseoir mon mari pour lui dire que la prochaine fois qu'il tape sur moi, qu'il ne dorme plus jamais. Parce que dès qu'il le dort, je le tue. Ah, le mari était surpris d'abord de voir cette réaction de quelqu'un qu'il pensait avoir tellement maté, tellement réduit, etc. Ce sursaut-là a fait que son mari n'a plus jamais tapé sur elle. Donc, les femmes ont un rôle à jouer pour le respect, pour acquérir le respect de leur personne. Maintenant, il y a des maris violents. Parce qu'ils sont violents. Ils sont même violents avec d'autres hommes. Ce qu'il faut, c'est l'accompagnement de ces couples. Parce que quand on va au MINPROF ou aux affaires sociales se plaindre, il n'y a pas beaucoup de solutions là-bas. Il n'y a pas beaucoup de solutions parce que sur le plan infrastructurel... Et même de la législation en place, il n'y en a pas beaucoup pour protéger les femmes des féminicides. Mais si on veut même déjà vous protéger, il faut déjà vous mettre quelque part. Est-ce que la capacité d'accueil de ces centres d'accueil pour femmes en détresse, il y en a beaucoup? Non, il n'y en a pas. Donc, généralement, on tente plutôt de vous remettre ensemble et pour que vous puissiez rejoindre votre foyer, parce que bon, ça fait un problème de moins. Mais c'est un problème grave. Et plus ça va, plus il y a de la violence avec la consommation des différentes drogues, avec les problèmes auxquels les hommes doivent faire face et qui créent en eux beaucoup de stress, avec le fait que les femmes sont de plus en plus, j'allais dire, autonomes, et cela est très mal accepté par les hommes dans leur ego. Donc, dès que vous dites une parole plus haute que la sienne, il va aller chercher toutes sortes de schémas
pour dire oui, tu me méprises, comme tu travailles, tu penses que je ne suis rien, etc., etc. Donc du coup, les hommes sont fragilisés et n'arrivent plus pour beaucoup à se contenir face à des situations qui sont des situations normales de querelles, de problèmes de, comment dirais-je, de problèmes d'avis pas partagés. On peut ne pas être d'accord sur un sujet. C'est pas une raison pour que l'un tape sur l'autre. Tout à fait. Et justement, pour poser la problématique de conciliation de vie privée et vie professionnelle, nous avons organisé au Centre de Canal 2 International une conférence débat comme activité marquant la semaine de la femme sur la scène verte. Eh bien, nous avons reçu des psychiatres, nous avons reçu des médecins du travail, conseillères conjugales pour nous amener, nous donner des conseils, comment éviter ce type de crise en famille, avoir une famille équilibrée et pouvoir atteindre des résultats sur le plan professionnel, réaliser des challenges professionnels. Reportage de Titi Freeman. Tenue de reine, démarche de Miss, allure de top modèle, les femmes du groupe Canal 2 débutent avec style la Journée internationale de la femme. Première halte de la journée d'activité, Hôtel Ibis de Bolonjo pour une conférence débat sur le thème Santé mentale, comment concilier vie privée et vie professionnelle. Autour de la table, professionnels de la santé mentale. Chaque femme aujourd'hui devrait pouvoir, pour concilier sa vie privée et sa vie familiale, avoir au moins un ordre de priorité bien déterminé. Du travail. On ne vit pas pour le travail. Le travail est là pour nous permettre de nous épanouir et non être notre priorité absolue. Parce qu'en dehors du travail, on a aussi nos responsabilités familiales, on a aussi notre vie sociale à entretenir. Et du conseil matrimonial. Quand votre vie de famille est paisible, c'est elle qui vous entoure et c'est elle qui vous protège, c'est elle qui vous apaise quand il y a même les pressions sur le plan professionnel. Des conseils et astuces riches pour les Amazones du groupe de médias leaders. Certaines d'entre elles ont dû faire le déplacement pour l'occasion. C'était vraiment hyper enrichissant. On a eu droit à 3 exposés aussi intéressants les uns les autres. Ça a été un moment d'échange très riche et très édifiant. C'est comme si on est né de nouveau parce qu'on a acquis des connaissances avec ces experts qui nous donnent désormais d'être de nouvelles personnes, de nouvelles forces pour l'entreprise. Le cap est mis par la suite sur le restaurant Le Griadin à Bonapriso pour se régaler au cours du déjeuner. C'est le second et dernier arrêt de ce programme spécial offert par le top management de l'entreprise à son personnel féminin. La cible en est reconnaissante. On tient à dire toute notre gratitude, notre reconnaissance au top management, en premier chef, Madame Colette Chatué, notre maman qui a manifesté son amour. Je tiens à remercier particulièrement le top management pour ce genre d'initiative qui a été prise parce que ça nous permet, nous, entre collègues, de communier, de manger, de fêter ensemble. Vraiment que ce genre d'initiative soit prise à l'avenir pour nous, les femmes du Canal 2 International. Un 8 mars en couleur pour les femmes du groupe Canal 2. La célébration s'est poursuivie dans les locaux et sur les antennes de la chaîne. Plus radieuse que jamais, la première dame Chantal Biya foule le sol du boulevard du 20 mai ce 8 mars 2024, accueillie par le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Puis, installation à la loge d'honneur aux côtés de nombreuses autres personnalités. La fête peut alors commencer au rythme des fanfares de la gendarmerie, de l'INJS et du collège Vogt. Le train du défilé, constitué d'une dizaine de wagons, se met sur les rails, avec comme locomotive le bouquet d'honneur suivi des femmes des administrations de souveraineté, défense et sécurité. Les administrations générales et les finances leur emboîtent le pas, talonnés de près par l'enseignement, la communication, la santé entre autres. Très applaudis pendant leur passage, les femmes du nord-ouest et du sud-ouest s'adonnent à une véritable démonstration de force. En symbiose avec ses sœurs, mère et fille, la première dame flattée par le spectacle encourage.
Célébration inclusive, les femmes de tous les bords de la société camerounaise, du nord au sud, de l'est à l'ouest, se déploient. Les amis du Cameroun aussi sont de la partie. Les modèles colorés qu'arborent certaines défilantes transportent le public dans une ambiance carnavalesque. Puis arrive l'instant du défilé motorisé. Les femmes domptent tracteurs et autres caterpillars. Au bout d'environ 2 heures de parade non-stop, le défilé s'achève. La première dame échange quelques poignées de main chaleureuses et des sourires solaires. Chantal Biya peut reprendre le chemin du palais des Toudis. La fête rehaussée par sa présence fut belle. Eh bien, Marlise Doualabel, la fête, ou alors la célébration, c'est pas seulement le port du pain, c'est très beau. Vous qui êtes experte en RH dans les entreprises, vous avez été à l'Assemblée nationale. Quels sont les acquis en matière de droit et qu'est-ce qui reste à faire? Vous voyez le verre à moitié plein ou à moitié vide en matière d'équité, de justice sociale, en ce qui concerne les femmes? Donnez-moi juste une minute pour aussi interpeller les voisins. Dans les quartiers, quand il y a des scènes de violence dans une maison, les voisins ne se comportent pas toujours comme des agents d'apaisement. Au contraire, généralement, on entend les gens dire « oui, tape là, elle sort trop », etc. C'est-à-dire qu'ils encouragent, les voisins encouragent pratiquement le mari à agresser, à violenter sa femme sans rien entreprendre. Or, les voisins devraient être dans l'empathie, surtout pour cette femme qui est en difficulté, et ce n'est pas le cas. Ce que je voulais juste ajouter... Ils peuvent être poursuivis pour non-assistance. Non-assistance à personne en danger. C'était la parenthèse. C'était la parenthèse parce que j'avais noté les différents acteurs. Bon, alors, c'est très important cette question. Il y a eu Mexico, la conférence de Mexico en 1975. Tout à fait. Le premier grand rendez-vous. Le premier grand rendez-vous. Mais le rendez-vous qui, pour moi, a été déterminant, c'est Beijing 95, avec le concept de l'intégration de la femme au développement. Et les résolutions de Beijing, évidemment, n'ont pas été toutes mises en application, mais en ce qui concerne notre pays, tout au moins, il y a eu beaucoup de chemins de parcouru. C'est-à-dire qu'au niveau d'abord des concepts, on a essayé de communiquer les concepts à tout le monde, on a essayé de partager cette nouvelle vision qui disait en gros ceci: la femme ne peut pas être la moitié du monde et ne pas participer à la construction du monde. Être en français, ils appellent ça souvent une sorte de mineur, quoi. Quelqu'un qui, bon, elle est là, ça va, elle s'occupe des enfants, c'est très bien, mais qu'elle laisse le monde être construit. Or... Et à votre suite, je vais préciser que moins de 2% de femmes participent aux prises de décision à travers le monde. Voilà. On peut donc considérer que les 98% sont des cadets sociaux, sont considérés comme des cadets sociaux. Et ça se voit quand il y a les manifestations des femmes. Une manifestation comme le 8 mars, où le pays tout entier a admis que désormais la femme est un acteur du développement durable de notre pays, les hommes ne viennent pas. Ou couronnent cela de moqueries. De moqueries, mais déjà, dans les conférences, ils ne viennent pas. Dans les moments solennels, bon, le patron, en général, fait l'effort d'être là, le super top management. Il est là. Mais tous les directeurs, c'est les choses des femmes, elles sont en train de discuter. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les freins culturels les empêchent de comprendre que le monde en mouvement
a besoin de la femme. Quand on dit que le 3e millénaire est le millénaire de la femme et de la communication, c'est pas du jeu. Hein. C'est pas un slogan. C'est pas un slogan. Ça va se faire comme ça. Pourquoi? Parce que la femme, même celle qui est jugée comme vulnérable, a un potentiel énorme à mettre au service de son pays. Et comment comprendre qu'avec tout ce potentiel au Cameroun, qu'à date, qu'on n'ait pas un gouverneur femme, qu'on n'ait pas un président de région femme? Vous avez suivi la litanie des postes zéro pour ça. Oui. Qu'on ait à peine un préfet femme, oui, avec tout le potentiel que regorge tout à fait. Mais je pense la femme camerounaise, que ce soit sur le plan national qu'international. Je pense que nous sommes obligés de croire que le gouvernement, qui lui-même sur le plan législatif a fait de grandes avancées, bien que le code de la famille ne soit pas encore là. Le gouvernement a fait de belles lois pour protéger la femme. Effectivement, avec le nouveau code pénal, les femmes sont vraiment protégées. Mais là où le bas blesse, c'est pas implémenté toujours. C'est pas implémenté. Tout pourquoi? Comme les conventions qu'on a ratifiées. Pourquoi? Sur le terrain, on ne les implémente pas. Mais pourquoi? Il y a une mauvaise foi là-dedans. Non, non, les freins culturels. Les freins culturels. Les freins culturels sont tellement forts que malgré tout cet arsenal, les hommes continuent à être convaincus que nous sommes là pour les accompagner. On dit la femme c'est une aide pour l'homme. Voilà, mais seulement cette aide-là, c'est quoi? C'est un partenaire. C'est un copilote. Et excusez-moi, le copilote est pilote. L'homme doit nous regarder avec d'autres yeux et nous aimer avec un cœur plus respectueux. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que au jour d'aujourd'hui, aucun homme ne sait vivre sans travail, sans emploi. C'est pour ça que quand je fais les recrutements et que je me retrouve dans une situation où l'homme et la femme sont des chercheurs d'emploi, je me bats pour que l'homme trouve du travail. Parce que l'équilibre de la famille a besoin d'un homme qui ait confiance en lui. La femme, elle est tellement forte. Vous savez que nous sommes sortis de la côte, n'est-ce pas? Eux, ils sont sortis de quoi? De la boue. De la boue. Donc, les femmes, si vous regardez bien dans ces situations de détresse, la femme trouve les moyens, les astuces pour être suffisamment résiliente et trouver des solutions pour que sa famille soit équilibrée. Mais l'homme ne sait pas le faire. La première chose qu'il perd, c'est quoi? L'estime de soi. L'estime de soi. Et après, ça se résume à quoi? Ça se résume au problème d'impuissance. De complexe d'infériorité. D'abord d'impuissance sexuelle. Parce que l'homme pourvoyeur, c'est machiste ce que je suis en train de dire là, mais c'est ce que ressentent tous les hommes. Il faut que l'homme domine dans le foyer. Quand il est dans une situation où il subit, il devient désagréable, suspicieux, j'allais dire indélicat, irrespectueux. Pardon, il essaye de se rattraper autrement pour se donner l'impression qu'il est... Alors que la femme, non. Regardez le veuf et la veuve qui résistent. La veuve. La veuve. Eh bien, qui finit par élever ses enfants, qui encadre sa famille. Dès que le veuf est veuf, il cherche une autre femme. Voilà, nous allons évoluer. Marlise Doualabel, merci pour ces explications. Ça part de votre expérience, pas de veuve, des RH. Des RH, oui. Experte RH. Eh bien, nous allons également célébrer une femme. On a parlé des féminicides, mais il y en a qui permettent au Cameroun de briller à l'international. Il s'agit de Chantal Kambiwa, la nouvelle coordinatrice générale de l'Internationale socialiste.
Après ce trophée à Madrid, elle est venue au Cameroun se présenter au sien. C'était à l'occasion d'une conférence de presse organisée à Douala. Reportage. Chantal Kambiwa totalise 51 voix sur 54 suffrages exprimés lors de la dernière élection organisée par l'Internationale socialiste à Madrid en Espagne. C'est en tant que coordinatrice générale de cette fédération des partis de gauche au monde que Chantal Kambiwa se présente au sien au cours d'une conférence de presse à Douala. De nouvelles fonctions faites d'opportunités et de challenges. Lorsqu'on arrive à de telles fonctions, les barrières automatiquement tombent. On sait qu'on est camerounaise et à chaque fois qu'il y a une opportunité pour son pays, on la saisit. Il y a des problèmes entre les partis frères, il y a des problèmes de démocratie dans certains continents. Notre continent, le premier, ce n'est pas que des réunions, il y a des intérêts qui touchent les États. C'est d'ailleurs pourquoi, lors de l'Assemblée générale qui se tient chaque année en septembre au sein des Nations Unies, l'Internationale socialiste tient toujours un événement parallèle. Parce que le présidium de l'Internationale socialiste est composé des chefs de gouvernement, des chefs d'État. Être membre de l'Internationale socialiste, c'est s'approprier une certaine idéologie. C'est une grande formation politique internationale qui s'occupe des questions liées à l'idéologie socialiste, c'est-à-dire que s'occuper de la société et des problèmes qui minent la société, surtout des problèmes tels que la démocratie, les questions du genre, les luttes contre la pauvreté, les discriminations sociales. De l'avis des observateurs, une fonction à l'échelle internationale ne serait pas sans effet dans son pays d'origine. Toutes les femmes qui ont occupé des hauts titres à ce niveau de l'international ont sur le plan national été récompensées. Donc le souhait que nous voulons émettre ici, c'est que l'État du Cameroun reconnaisse le talent de cette femme, le talent politique, le talent démocratique, le talent social, et justement lui faire une récompense nationale qui, à mon sens, serait la bienvenue. Membre de l'Internationale socialiste depuis 1997 sous la bannière du SDF, Chantal Kambiwa place son magistère sous le signe de l'égalité de genre et de la lutte pour la paix. Il y a une semaine, nous recevions sur ce plateau Sylvie Jacqueline Dormeau, qui est à la tête d'une organisation des 45 pays, l'Organisation internationale des femmes pour la paix et la liberté. Voilà, Chantal Kambiwa, on en compte à l'appel. C'est dire que ce n'est pas la compétence qui manque aux femmes camerounaises. Loin s'en faut. Non, bon, d'abord, je suis très heureuse pour Madame Kambiwa, parce que je connais un peu son combat à l'intérieur même de sa formation politique. Ça n'a pas été évident, mais je pense que ses qualités ont plaidé pour elle. Et aujourd'hui, elle va nous représenter brillamment dans ce grand parti politique international. Elle n'est pas du même bord que moi, vous savez, mais quand il s'agit des grandes questions concernant des sujets comme le gender, nous nous mettons ensemble pour mener des réflexions. Et je sais que malgré son expérience et tout ce qu'elle avait déjà fait, elle n'était pas forcément soutenue. Elle n'était pas forcément soutenue, mais elle a bravé cette semi-marginalisation et l'international lui a donné raison. Je suis très fière. On n'est très souvent pas prophète chez soi. Oui. C'est le cas de Francis Ngannou, qui est un self-made man. Aujourd'hui, on est content de parler de lui. On sait comment il a cravaché dur seul pour arriver au sommet, bien que vendredi dernier, il tomba face à un autre gros adversaire d'une autre discipline qui n'est pas la sienne, on va le dire. Francis Ngannou, c'est le champion du monde MMA. Il est en train de se remettre à l'école de la boxe anglaise. Je vous propose ce reportage de Christian Mouré. Marlise Dolabelle, comment avez-vous vécu cette défaite de Francis?
Oh, je l'ai dit à l'entame de notre entretien, j'étais peinée, mais je voudrais d'abord dire quelque chose d'essentiel. Francis s'est battu pour être rendu au niveau où il est actuellement. Il n'a pas été soutenu. Je ne sais même pas si le Cameroun connaissait son existence, mais ce qu'il y a de formidable, et je pense que c'est ce que le président de la République a célébré, c'est le fait que, une fois couronné, qu'il revienne chez lui. Et c'est un message très fort. Parce qu'il y en a d'autres qui ne reviennent pas et qui se disent que de toute façon, mon pays n'a rien fait pour moi, il n'y a aucune raison que... Mais lui, Francis, il sait qu'il n'est Francis Nganou que d'abord parce qu'il est camerounais. Et que son pays, c'est le Cameroun. Et il est revenu, et le geste du président de la République m'a enchanté parce qu'il a trouvé en lui un patriote sur qui on peut se reposer. On peut revoir l'affaire de notre côté. Oui. Il y a certainement beaucoup de Francis Nganou dans les quartiers qui ne sont pas détectés. Peut-être revoir la politique sportive au Cameroun. Le Cameroun, c'est un vivier de talents dans tous les domaines. Tout Mais à fait. s'il n'y a pas une politique de détection de talents, on va perdre. Oui, on peut ne pas être parfait, hein, mais je crois que dans certaines disciplines, on est mieux organisé que dans d'autres. Et je pense aussi que la décentralisation va être un instrument absolument nécessaire pour la détection sur le plan local de ces talents. Dans nos quartiers, est-ce qu'il y a des rassemblements pour parler du sport? Je dis dans nos quartiers. Est-ce qu'il y a des espaces de jeu, par exemple? Est-ce qu'il y a suffisamment d'espaces de jeu? Parce qu'on peut redouter, on connaît l'assiette foncière de Douala. Les espaces ne sont pas très très nombreux, mais je sais qu'en Occident, il y a des salles de sport en étage. Donc on peut très bien doter nos quartiers de salles de sport pour que les jeunes puissent avoir ces espaces spécialisés pour qu'ils puissent se développer. Bon, mais j'ai dit en commençant mon propos qu'on n'est pas forcément parfait, mais je pense que ce sont des préoccupations que nos municipalités ont et bientôt, j'imagine qu'ils vont passer à l'acte. Avec la décentralisation, on attend qu'elle soit véritablement implémentée. Marlise Douala-Bel, vous travaillez actuellement sur le développement communautaire avec le projet Douala Clean City. Ça vous occupe bien pour votre petite retraite? Oui. Ça m'occupe bien et je remercie grandement le maire de la ville qui a pensé que, justement, la femme est un acteur de développement. Merci beaucoup. Ce sera votre mot de fin pour cette édition spéciale 8 mars rétro, 8 mars sur Canal 2 International. Merci d'avoir été de nos programmes. Mais c'est dommage, on n'a pas parlé de la carrière des femmes en entreprise. On en a parlé subtilement. On aura un autre programme pour en parler largement. On a le débrief, etc. C'est le mois de la femme. On aura l'occasion de revenir amplement sur ces sujets-là. Et cette journée s'achève le soir à 20h. Vous aurez l'édition du journal présentée par Mireille Florent Fofoto. Et tout à l'heure, à 11h30, Albertine Bichaka, dans le cadre de Canal Presse. Bonne journée sur Canal 2 International. La rediffusion de ce programme, c'est lundi 9h. Quant à moi, je vous reviens dimanche prochain avec le même bonheur. Portez-vous bien et restez en compagnie des programmes de Canal 2 International. Au revoir.